effectivement, je vais vous présenter un petit peu tout le dispositif qui a été mis en place. Juste pour en rappel, Sylvie l'a un peu évoqué tout à l'heure. Chez nous, la flavescence, elle est apparue à partir de 2004. Et globalement, de 2004 à 2010, on a un certain nombre de parcelles qui sont identifiées FD, sur lesquelles l'origine est toujours la plantation. Par contre, il y a un changement en 2011 où, assez tard en saison, on identifie un important foyer dans le Nord Mâconnais. Et du coup, cette découverte de foyer a abouti en 2012 à la mise en place du plan de lutte tel que on le gère actuellement, même si depuis on a fait un certain nombre d'adaptations. Donc chez nous, la lutte, elle s'organise selon 4 piliers principaux. Le premier, c'est le traitement eau chaude, parce qu'on l'a vu, il peut y avoir des origines liées à la plantation. Le deuxième, c'est les prospections collectives, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de détecter au plus tôt les cèpes atteints, pour pouvoir faire après l'identification, enfin les prélèvements et l'identification des parcelles infectées. Donc du coup, on arrive sur le troisième pilier, qui est l'arrachage, parce qu'il est inutile de vous dire que ça ne sert à rien de faire tout le reste si au final on n'arrache pas les pieds malades. Et puis, ce qui peut faire un certain nombre de polémiques, alors notamment chez nous, mais je pense c'est vrai un petit peu de partout, c'est tout ce qui est maîtrise du vecteur, donc tout ce qui est traitement, les traitements insecticides pour limiter, réduire la dispersion du vecteur. Alors effectivement, personne ne fait de traitement par gaieté de cœur, déjà parce que ça touche à son porte-monnaie. Donc il y a des impacts économiques et puis selon les vignobles, les moyens sont différents. Il y a des impacts environnementaux. Comme je l'ai dit, personne n'est, dans le contexte actuel, n'a envie de faire des traitements supplémentaires. Et puis, il y a une pression sociétale, parce que sur la partie Saône-et-Loire de la Bourgogne, il y a un certain nombre de collectifs, un petit peu comme dans le Bordelais, qui se sont mis en place. Donc, il y a une pression de la société hors viticole par rapport à tous ces traitements. Donc, inutile de dire que, on a pu le voir par rapport aux différentes présentations préalables, que ces mesures, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Et il ne faut pas privilégier un pilier plutôt que l'autre. Et donc ça, c'est toujours un message qui est compliqué, parce que selon les sensibilités de chacun, on est plus à même de s'orienter vers l'un ou l'autre de ces piliers. Donc depuis 2012, les viticulteurs bourguignons se sont partie prenante dans les décisions et la mise en place du plan de lutte, aux côtés de l'AFREDON, qui est OVS, organisme à vocation sanitaire, et des services de l'État, bien évidemment. Chez nous, le plan de lutte, là, sur les dernières années, il coûte à peu près 600 à 700 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Et il y a une cotisation qui est levée par les ODG de 6 euros hectare. Juste ce que j'ai oublié de dire sur les aspects financement, c'est que chez nous, il y a à peu près moitié des financements qui sont gérés par la profession viticole, moitié des financements qui sont gérés par les services de l'État. Donc si je développe un petit peu les différents piliers, le traitement eau chaude, assez rapidement, ça a été un des principaux leviers identifiés pour améliorer la situation, puisque tous nos premiers foyers, ils étaient issus de plantations. Donc il y avait des remontées de filières avec les services de l'État. Et du coup, à partir de 2009, donc c'est déjà relativement ancien, les ODG se sont mobilisés et ont rendu obligatoire le traitement eau chaude dans le cahier des charges de leurs appellations.
Donc ça a déjà été un premier pas important. Le deuxième pilier, c'est les prospections collectives. Donc en Bourgogne, on a la particularité de vouloir couvrir 100% de notre vignoble, qui fait à peu près 33 000 hectares maintenant. Donc, ça demande forcément une forte implication de la profession viticole. Donc, Lafredon est aide, excusez-moi, aide les viticulteurs, mais effectivement, on n'a pas la capacité humaine de pouvoir faire 33 000 hectares. Donc, on a besoin des viticulteurs. Les viticulteurs, nos interlocuteurs, ça va être les responsables communaux. Donc, il y a des responsables communaux dans chaque commune, comme son nom l'indique, qui vont faire le relais de tous les viticulteurs du secteur. Bien évidemment, il y a des formations préalables, il y a des guides qui sont distribués, etc. Nous, on a décidé d'accompagner sur une demi-journée toutes les communes viticoles. Donc, il y a à peu près 170 demi-journées de prospection encadrées avec les viticulteurs. Dans un certain nombre de cas, ça suffit. Donc, c'est sûr que sur une commune où tu as 100 viticulteurs qui sont là le matin, tu arrives à faire la surface de ta commune. Et puis, tu as des communes, si tu es 15, ça demandera qu'ils se remobilisent derrière, qu'ils refassent des demi-journées de prospection pour finir d'identifier, de prospecter la totalité du parcellaire. Il y a aussi la volonté que tout le monde participe, parce qu'on dit que c'est collectif. Alors du coup, il faut que tout le monde participe. Donc, on a testé un certain nombre de choses. D'abord des préinscriptions pour savoir qui participait. Je ne vous cache pas que ça a été abandonné assez rapidement parce que c'est hyper chronophage et pas forcément hyper juste non plus. On est revenu après sur des listes d'émargement. Donc, tous les participants émargent à chaque demi-journée. Et puis, on se modernise avec le temps. Depuis 2012, depuis quelques années, on développe un système de QR code. Donc, chaque domaine, avec l'invitation, reçoit un QR code qui doit faire scanner pour prouver sa présence. Donc après, les prospections, elles s'organisent sur le terrain de façon relativement classique. Et le système a très bien marché de 2012 à 2018 et on a vu une nette amélioration de la situation sanitaire avec une baisse de la présence de FD. Par contre, effectivement, depuis 2019, on a de façon générale des années à très forte expression de jaunisse. Et de ce fait, en fait, la jaunisse masque la flavescence. Il y a beaucoup de bois noir chez nous et ça masque les symptômes, ça masque la flavescence. On a testé, pour répondre aussi aux demandes des viticulteurs, un certain nombre d'adaptations. Alors effectivement, on prône le collectif. Dans des cas très particuliers, on a testé les prospections individuelles, où on donne tout le matériel, les cartes, etc., aux viticulteurs. Ils ont une période pour faire leur prospection sur leur parcellaire. Ils doivent aller voir leurs responsables communaux pour recenser en fait tous les pieds sur une carte commune, parce que nous, on peut travailler que si on a la totalité des informations. Et par contre, les services de l'État ont accepté ces expérimentations que si les viticulteurs acceptaient de revenir faire une vérification collective en période classique de prospection obligatoire sur un tiers de la commune pour vérifier que les prospections individuelles, on identifie bien la même chose au niveau des prospections collectives. On a testé également, et puis ça s'est un peu systématisé depuis 2019, des prospections précoces en juillet.
Donc, effectivement, on a vu que la période la plus intéressante et optimale, c'était plutôt en septembre pour identifier les symptômes de jaunisse. Mais à partir de fin juin, on arrive à avoir les premiers symptômes. Et on s'est dit qu'on serait sûrement plus pertinent en faisant une double prospection plutôt qu'une simple. Donc, l'objectif, c'est de faire une prospection précoce en juillet, d'identifier les cèpes, on fait des analyses. Les viticulteurs, ils éliminent directement les pieds malades. Et comme ça, on ne laisse pas du matériel potentiellement contaminé dans la parcelle, parce qu'on a des niveaux de cicadelles qui sont relativement importants chez nous. Donc, ça évite potentiellement des contaminations. Et en septembre, ils reviennent faire les prospections classiques, comme l'ensemble du vignoble. Juste pour info, ces résultats, cette double prospection, elle donne des résultats qui sont relativement intéressants, enfin, de notre point de vue. Sur cette carte, vous voyez les points verts, c'était les premiers cas de pieds FD sur ce secteur. Donc, ils ont été identifiés en 2019. En 2020, forcément, explosion. Ça s'est disséminé de partout. C'est les points qui sont un peu plus bleu turquoise, puisqu'on a toujours une année de retard. Par contre, en 2020, on a déjà commencé à faire la double prospection, la prospection précoce et la prospection classique. On a mis en place les traitements obligatoires, les arrachages, etc. Et dès 2021, on voit au niveau des points roses qu'il y a une reconcentration en fait, des pieds FD qui se confirme en 2022, c'est les points rouges. Donc c'est un système qui a été développé sur tous les nouveaux foyers qui apparaissent chez nous maintenant. Ce qui est important, c'est la communication. On ne le répétera jamais assez. Parce qu'effectivement, dans ce genre de réunion, c'est toujours les viticulteurs les plus impliqués, les plus motivés qui viennent. Il faut réussir à toucher les autres. Il y a un site internet, le site Stop Flavescence Bourgogne, qui existe. Et puis, on a testé un certain nombre d'outils innovants, donc, de par le Challenge FD. Et on a également testé un certain nombre d'outils pour améliorer les signalements. Donc en Bourgogne, on a testé un système qui s'appelle Vigie Bourgogne, qui avait pour objectif, via une application smartphone, de géolocaliser les pieds pour qu'après on puisse venir faire les prélèvements. C'était à la demande des viticulteurs. Par contre, force est de constater que ça n'a pas trop bien marché. Les gens, en fait, ça les embêtait de reprendre leur application et de faire ces identifications. C'était aussi peut-être une question de timing. Plus récemment, on a testé Vinivox, qui donne des résultats qui, a priori, sont plutôt satisfaisants et qui va être retesté cette année, avec à la différence que c'est une application vocale qui permet le géoréférencement. Donc, le troisième pilier, ça va être la lutte insecticide. Donc, comme ça a été évoqué chez nous, on a une analyse de risque qui permet de réduire les traitements en prenant en compte un certain nombre de choses. Donc, le génotypage, comme l'a dit Sylvie, l'importance de la flavescence, savoir si c'est un foyer, des pieds isolés, les niveaux de population de cicadelles, parce qu'il y a des parcelles sur lesquelles on piège jusqu'à 2000 cicadelles sur la campagne. On tient compte de l'intensité des prospections, savoir s'il y a beaucoup de viticulteurs, si ça marche, si elle est de qualité ou pas. En saison, on fait un suivi des populations de cicadelles pour voir la dynamique de population et les niveaux de population, ce qui amène à identifier les périodes de traitement via les messages réglementaires.
Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste, c'est la carte de chez nous qui montre que, selon les cas, en jaune, on a des parcelles qui ne sont pas traitées, en bleu, un traitement, et puis on va jusqu'à 3 traitements. Le dernier pilier, c'est le contrôle d'arrachage. C'est relativement bête à dire, mais malgré tous les courriers qui sont envoyés par les services de l'État, dans un certain nombre de cas, quand on fait les contrôles au mois d'avril, les pieds sont toujours en place. On passe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut 3 passages parfois pour que les pieds soient arrachés. Donc ça traduit quand même un problème de prise de conscience, ce qui a amené certaines ODG à décider d'un contrôle interne en amont du contrôle officiel. Et juste, la dernière diapo, c'est pour insister sur le fait qu'apparaît un 5e pilier, qui est la prophylaxie. On a parlé du développement, du transport de la cicadelle, mais on constate chez nous que si dans un certain nombre de cas, les viticulteurs sont concernés par une seule parcelle positive, dans les pires cas, le viticulteur qui est le plus concerné, il a jusqu'à 30 parcelles positives FD. Donc forcément, il ne l'a pas fait exprès, ce n'était pas intentionnel, mais sa façon de travailler a amené la dissémination sur l'ensemble de son matériel. D'où l'importance en fait du message de nettoyer ses enjambeurs. Donc voilà.